100% Bénin, le numéro du jour s'invite en milieu universitaire. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci pour la compagnie. De l'étincelle dans l'air, une fois encore, au niveau des universités publiques du Bénin. Sur pied de guerre, cette fois-ci, non les étudiants, mais les enseignants. Ils sont, pour la plupart, très remontés contre leur autorité de tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Odile Atanasso. La pompe de discorde ayant mis les nerfs à fleur de peau, la note circulaire 1541 du 29 avril portant ouverture de postes au concours d'agrégation et conditions de soumission de candidature au comité technique spécialisé du CAMES. La décision passe mal au cœur du monde enseignant qui l'accueille comme une mesure rétrograde parmi tant d'autres. Mais de quoi s'agit-il réellement? Pourquoi tant de tollés enregistrés seulement ces jours-ci pour une note qui date pratiquement de mois déjà? Deux acteurs du monde universitaire pour des éléments d'appréciation. Et ce sera autour du terme ouverture de postes dans les universités du Bénin. Prime à la valorisation de l'excellence, aux célébrations du règne du favoritisme. Déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, François Tchoka Fanikwa, enseignant-chercheur à la FADES. Il est également chargé au niveau du monde syndical des affaires sociales au niveau du SNES. Il est également membre de l'intersyndicale des enseignants du supérieur, l'intersyndicale qui récemment a donné de la voix par rapport à cette mesure. François Tchoka Fanikwa, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, un autre enseignant, Georges Barnabé Bago, ancien douanier de la FADES. Il est agrégé des facultés de droit. Très au fait et regardant sur des mesures concernant la vie universitaire en général. À dessein, il a accepté de nous accompagner pour ce numéro de 100% Bénin. Georges Barnabé Bago, bonjour. Bonjour, monsieur Etondi. Merci beaucoup pour ces invitations. Et je suis fier, n'est-ce pas, de répondre à ces invitations parce que vous travaillez beaucoup pour la démocratie au Bénin. Et ce sujet également montre justement l'état de la démocratie au Bénin. Et je vous remercie. Et je remercie tous les spectateurs, tous les téléspectateurs de Sika TV également. Merci pour l'hommage. Chaque génération, dit-on, doit assumer les tâches de son époque. Et c'est avec grande joie que nous vous accueillerons, qui vous êtes, pour pouvoir aider la marche démocratique qui est celle du Bénin. Elle en a grand besoin, la nation béninoise, qui depuis peu cherche vraiment et désespérément alors ses marques. Mais elle va se relever. L'espoir doit être toujours au rendez-vous et il est permis. Alors, réforme en milieu universitaire, chaque jour, ses mesures. Et toute révolution comporte aussi ses réprobations, mais ses résistances aussi. S'agit-il de résistance, parlant de la note circulaire qui fait beaucoup réagir au niveau du milieu universitaire? C'est bien là la grosse interrogation qui servira de fil d'Ariane pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. La note circulaire est celle du numéro 1541 du 29 avril. Les exigences sont claires. Ceci en croit l'autorité pour aider à cerner le travail qui se fait avec désormais les agrégés qui constituent la fine fleur du milieu universitaire. Mais la décision passe très mal. Pourquoi donc? Je me retourne d'abord vers le professeur François. Une décision annoncée par l'autorité pour le bien des universités du Bénin, mais qui malheureusement passe mal. Et ceci, pas seulement avec quelques enseignants, mais le grand nombre d'enseignants. De quoi s'agit-il pour nos téléspectateurs qui peut-être apprennent pour la première fois au sujet de cette note? Merci, monsieur Joël. Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez, à travers moi, donc, l'intersyndicale des universités nationales donc, du Bénin, pour opiner sur cette question très importante justement pour nous. Alors, effectivement, vous avez dit, prélude à votre intervention, que c'est une note circulaire pour peut-être nous faire du bien. Tout à fait. Non,
je pense que c'est tout à fait le contraire. Parce que, effectivement, nous, au niveau donc, de l'université, nous sommes fortement remontés contre notre ministre, à travers donc, cette note circulaire qui date du 29 avril 2019. Alors, quand nous prenons cette note circulaire, nous avons tout de suite réagi. Et vous voyez, à travers donc, cette note circulaire, nous avons donné notre point de vue à chaud, à travers un communiqué qu'on a rendu public. Et le titre du communiqué, c'est « Non à la mort programmée, justement, des universités nationales Tout à fait. du Bénin ». Et vous voyez. Alors, de quoi s'agit-il? Quand vous prenez la note circulaire, d'abord, il s'agira, on va aborder 2 ou 3 points clés. Oui. Voilà, donc il s'agit d'abord des frais de participation, justement, et d'encadrement aux différents CTS et aux concours d'agrégation qui s'organisent pour, en ce qui concerne l'agrégation tous les 2 ans et tout ce qui concerne les CTS chaque année. Donc, cette note circulaire nous fait obligation désormais, justement, donc, de prendre en charge nous-mêmes les frais de participation et les frais d'encadrement, Oui. contrairement à ce qui se faisait par avance. Premier élément. Deuxième élément, lorsque ils ont parlé là de mode de recrutement, Oui. de recrutement et en même temps du reclassement. Vous savez, quand nous, au niveau donc de l'université, quand il s'agit de recruter donc du personnel, il y a ouverture de postes. On fait on lance un appel à candidature et on soumissionne donc le conseil scientifique, d'abord sectoriel, ensuite le conseil scientifique donc de l'université retient définitivement les assistants. Parce que ça, c'est le début, ça. Ça, c'est en ce qui concerne les assistants. En ce qui concerne, et c'est à ce niveau-là que nous parlons donc de recrutement. En ce qui concerne les maîtres assistants, Oui. à ce niveau également, la note précise que ça se fait, tout ce qui est, c'est-à-dire en termes de recrutement, se fait conformément à l'article 18 du décret. En réalité, quand on regarde cet article-là de près, puisque j'ai là le décret 2010 du 15 février 2010, l'article précise effectivement que, quand tu lis au niveau de l'article, il s'agit seulement du recrutement, et non du recrutement et de reclassement. Parce que la note parle ici, fait comme Jean amalgame, recrutement et reclassement. Oui. Non, on ne doit pas faire l'amalgame à ce niveau-là. Le recrutement concerne aussi bien les assistants, les maîtres assistants, les maîtres de conférences aussi, et ainsi de suite, au niveau des choses. Mais nullement ne parle donc de recrue, donc ne parle donc de reclassement. Or, ici, la note, quand vous lisez, ça dit, mais le reclassement des maîtres assistants. Donc, on combine les deux. Or, nous disons que lorsque, en termes de reclassement, lorsque vous êtes recruté, eh bien, vous êtes assistant et vous avez vocation à devenir maître assistant. Donc, à partir de cet instant, vous avez des exigences du CAMES, quand vous les remplissez, eh bien, bon, vous passez cette étape de maître assistant. Et à partir de là, vous êtes automatiquement classé. Or, cette note nous empêche justement le reclassement. Ce que on appelle vulgairement avancement de grade. Voilà, avancement. Or, en réalité, ça se fait sur mérite, en réalité. Puisque c'est une sélection
à un haut niveau, à l'international, qui se fait, au niveau donc du CAMES. De sorte que lorsque vous franchissez cette barrière, eh bien vous revenez, normalement, on doit pouvoir vous reclasser dans les différents grades. Vous étiez assistant, vous devenez maître assistant, eh bien on vous reclasse. Désormais, la note nous dit non, on ne doit pas nous reclasser et qu'on appelle d'office. Ça, c'est l'État qui décide, qui apprécie. Ouais, quand l'État dit qu'il décide et apprécie, pourquoi ça vous inquiète? Oui, parce que, regardez, nous estimons que, en termes d'abord des frais, d'abord l'enseignant fait déjà beaucoup. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, le gouvernement accompagne en payant les frais d'inscription, les frais de participation et d'encadrement. Mais on ne peut pas voir que c'est parce que, bon, on est dans le monde de l'enseignement. L'enseignement relève quand même du social. Et on devait pouvoir privilégier cela. Est-ce que vous voyez? Professeur, je reviendrai vers vous parce que vous allez sur une piste là que certains déjà ont évoqué, mais est-ce exact de penser que ces mesures conduiraient lentement mais sûrement à la privatisation de l'enseignement? On appréciera ensemble tout à l'heure. Oui, professeur Gbagbo, vous, déjà à l'entame de cette émission, vous parlez d'un sujet qui relève de la démocratisation du milieu universitaire. Et le mot sera sans doute fort pour plus d'un. Pourquoi allez-vous directement sur ce terrain-là? Oui, je crois que c'est tout un système d'éducation. Et vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps déjà, que l'élection, n'est-ce pas, des douaniers, des directeurs, des autorités des canals se faisait avant comme de façon démocratique. Et on a mis un coup d'arrêt à cela. Déjà, c'est un premier pas vers la destruction de la démocratie à l'université. On a nommé les responsables. Et maintenant, voilà encore une autre qui vient dire que les frais de participation, je prends d'abord cet aspect. Je remercie d'ailleurs très bien le professeur Tchouka François qui a bien mis l'accent sur l'aspect technique. Alors, les frais de participation. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est extrêmement dangereux ce que nous sommes en train de voir, de discuter aujourd'hui autour de ce thème-là. Frais de participation. Vous savez, l'assistant, et d'ailleurs, je ne sais pas pour être irrévérencieux, Madame Atanasso Odile était maître assistante lorsqu'elle a été nommée ministre. Elle sait déjà de quoi il s'agit. Les frais de participation, parlons-en. Combien gagne un assistant pour payer jusqu'à 500 000 francs de frais de participation? Moi, je vous donne mon exemple. Oui. Quand j'étais arrivé, j'étais à 100 000 francs, 150 000 francs maximum, 100. Et je devais passer le concours d'agrégation. C'était au Burkina, à Ouagadougou. Déjà, c'est l'État qui prenait en compte les frais de participation. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aller sur le terrain, passer les examens, passer le concours. J'avais 100 000 francs en poche. Et c'est à l'aéroport qu'on dit, on donne le billet d'avion, allez-y. Au retour, nous allons voir. Au retour, jusque-là, on n'a rien vu. Je suis allé au concours, je suis allé en retard. J'avais 100 000 francs en poche pour faire 2 semaines à Ouagadougou. Vous imaginez ce que c'est? 100 000 francs pour faire Les Sénégalais avaient plus d'1 million de francs. Leurs hôtels étaient pris en charge, c'était des hôtels de 50 000 francs, climatisés. J'ai cherché, je dirais, un truc vraiment dérisoire où je payais 5 000 francs par jour. Alors, heureusement que j'ai été recalé à la 2e épreuve, ça m'a permis de vite rentrer. Pourquoi vous dites heureusement? Parce que vous savez, j'étais en retard. Je n'avais pas trouvé de taxi. Puisque à Ouagadougou, pour prendre un taxi, il faut débourser au moins 5 000 francs. Je n'avais pas les 5 000 francs de taxi. Déjà, je prenais 5 000 francs pour mon logement par jour. Et je suis arrivé en retard parce qu'il fallait attendre 9 heures pour avoir des taxis. C'est-à-dire les premiers taxis qui partaient étaient pleins. Je suis arrivé en retard. Le président du jury était très fâché. Je ne peux même pas lui dire que c'est parce que je n'avais pas d'argent que j'ai dû prendre un taxi que tout le monde prend, un taxi populaire. Et je suis arrivé en retard. Et on me l'a reproché. Et j'ai échoué à cette épreuve-là.
Alors, ça veut dire qu'on nous met dans des conditions très, très difficiles, alors que les frais de participation étaient payés déjà par l'État. Mais il n'y a pas que les frais de participation. Il faut aller au concours. Il faut vivre là-bas. Et déjà, comme on nous dit que les frais de participation sont à la charge des enseignants, vous imaginez que sur place là-bas, on ne donnera rien. Et comment ils vont faire? Vont-ils prendre leurs économies? Combien ils gagnent? Déjà, ils ont payé 500 000 francs pour les frais de participation. Il faut passer le concours. Je passe déjà à l'agrégation. Il faut passer le concours. Et avec comment ils vont le faire? Les autres, les Sénégalais, par exemple, je vous le dis, ils étaient à au moins 1 million 500 000 francs. Ils étaient accompagnés. Et c'est pas fini. Il faut des livres. Et chacun doit pas verser. Combien de livres nous avons, nous? Alors, les Sénégalais ont des cantines de livres qui les accompagnent. Je prends les autres Sénégalais pour vous dire ce que... Et eux ne disent pas aujourd'hui que les frais de participation sont à la charge de leurs enseignants. Non seulement l'État paie les frais de participation, mais l'État les accompagne jusqu'au concours. Et si c'est 2 semaines, l'État leur paye les billets, les chambres, les billets d'avion, évidemment, ça, c'est rien du tout. Mais tout cela, il faut vivre, il faut être dans des conditions, de bonnes conditions pour passer le concours d'agrégation. Alors, quand on vous suit, cette seule mesure, à rester d'abord à ce niveau, peut faire échouer plus d'un, démotiver plus d'un à poursuivre les études. Mais c'est clair, c'est clair. C'est la sélection, mais une sélection bête et stupide. Parce qu'il y a des gens qui sont très brillants, mais qui n'ont pas les moyens. Et comment ils vont faire? 100 000 francs pour aller faire 2 semaines à Ouagadougou en poche? Ça, c'est ma propre expérience. Votre expérience me donne un peu la chair de poule. Quand on connaît les conditions de vie et les moyens à disposition du citoyen lambda, je vais vous laisser poursuivre, mais vous permettez que je pose une question rapidement. François Tchoka, vous êtes membre aussi de l'intersyndicale. Le point que votre vis-à-vis vient d'évoquer amène à se dire, mais est-ce que les autorités sont informées de ces réalités, qui sont celles, parfois des assistants? Et il a souligné aussi un aspect qui, humainement, pour les autorités, peut beaucoup compter et amener à revoir la mesure, à savoir qu'il y en a qui sont effectivement très brillants, mais faute de moyens, sont obligés de s'arrêter plus tôt. Et à ce niveau-là, où on pourrait avoir un brillant professeur demain, faute de moyens, il va s'arrêter à l'étape d'assistant. J'imagine que les autorités ne pourront pas accompagner une mesure comme celle-là. Est-ce que du 29 à cette date-ci, un point comme celui-là, vous l'avez porté à l'attention de l'autorité? Je vous remercie. Je voudrais, dans la même lancée, dire que quand vous prenez le tableau, là, quand vous prenez le tableau... Mais vous n'oubliez pas de répondre à ma question. Est-ce que vous avez pu évoquer ces aspects avec l'autorité pour l'aider à comprendre peut-être la dangerosité de cette décision en ce point? Nous ne sommes pas encore allés vers l'autorité. Pas encore. Parce que simplement, vous savez, ça c'est une réforme. Nous sommes certainement à l'heure des réformes. Mais est-ce qu'on peut, je vous pose aussi une question comme ça, est-ce qu'on peut réellement faire une telle réforme, engager une telle réforme sans un minimum de concertation avec... Non, ne dites pas qu'il n'y a pas eu de concertation avec les acteurs. Non, il n'y a pas eu du tout de concertation. Vous voulez dire que tout ça, vous êtes tombé sur la tête? Est-ce qu'il y a eu même un diagnostic? Est-ce qu'il y a eu une étude préalable? Je n'en crois pas. Est-ce que vous voyez? Il aurait fallu qu'il y ait une étude préalable, par exemple, qui délimite un peu les contours, est-ce que vous voyez, de cette situation-là. En quelque sorte, une évaluation de l'existant. Et à partir de là, on pourra donc engager des actions nouvelles. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Permettez, non. Nous avons ouï dire que beaucoup de douaniers, anciens douaniers, ont été consultés. La main sur le cœur, Parambé Bago, dites-nous. Oui, anciens douaniers. Je n'ai jamais été consulté. Vous n'avez? Jamais. On n'a consulté personne. Et certains de vos collègues ne vous ont pas soufflé qu'ils ont été consultés par rapport à cette note-là? Du tout. Peut-être des gens qu'on a nommés, je ne sais pas. Du tout. C'est là. Non, monsieur Yetondi, c'est sérieux. Je vous dis que Mme Atenason était maître assistante lorsqu'elle a été nommée ministre. Elle connaît très bien les réalités. Et tous ceux qui l'entourent sont des enseignants. Ils connaissent très bien les réalités. Alors, on ne sait pas pourquoi... je ne sais pas si c'est... je ne sais pas. Quelle solution? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là, lorsque soi-même, on est passé par là? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'est plus au niveau des autres. On a dépassé ces niveaux-là. Et puis, donc, il faut laisser les autres sombrer. Vous utilisez des mots trop forts, sombrer. Oui, vous savez, comme disait le poète, c'est très beau de voir de sa fenêtre
le bateau qui est en train de sombrer. Qui soit Marie Magno, comme disait Plaute, je crois, le poète romain. Le poète est content d'être là, de voir, n'est-ce pas, le navire qui sombre là-bas, et voir des gens qui sont en train de sombrer. C'est un peu cela, ce qui se passe au Bénin, actuellement. Je ne peux pas être maître assistante, être nommé ministre de l'enseignement supérieur et faire sortir de ces gens de circulaires. Ou alors refuser à l'autorité supérieure que ce n'est pas possible, ces choses-là. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est la mort, effectivement. Il ne s'agit pas de la valorisation de l'excellence. Où est l'excellence? Eux-mêmes, ils disent que nous sommes dans un désert de compétences. Et désert de compétences, c'est ce qu'il faut faire pour relever ce désert de compétences. Pour un pays comme le Bénin, qu'on dit ancien quartier latin de l'Afrique. Vous savez, je vais dire quelque chose. Pourquoi on était quartier latin de l'Afrique? Dites-le nous. Parce que les Français mettaient de l'argent dans l'éducation au même niveau. Que ce soit le Malien, le Sénégalais, il n'y avait pas de discrimination. On mettait les sous qu'il fallait. Ce qui faisait que le Béninois, tout naturellement, il émergeait. Quand il a un peu de moyens... C'est cela. Et nous, maintenant, nous sommes devenus indépendants. Certains en ont profité. Bon, peut-être leurs enfants seuls en profitent aujourd'hui, je ne sais pas encore. Mais d'autres, plongent encore le Bénin plus bas. Vous savez, au temps de Yahi Boni, par exemple. Oui. Mais avant Yahi Boni, ou bien en tout cas au début de Yahi Boni, moi j'étais doyen, nous avions un amphithéâtre à la FADESP de 300 places pour 2000 étudiants en première année. 300 places 300 places pour 2000 étudiants. Alors là, on était fâchés, on s'est battus, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais les amphis, on fleurit. Comme des champions. Oui. C'était au temps de Yahi Boni. C'est ça. Oui. Et évidemment, le décret dont on parle, etc., tout cela, c'était au temps de Yahi Boni. Alors l'enseignement supérieur, c'est parce qu'il était docteur. Je suppose qu'il doit avoir un peu de tout ça dedans. Il est universitaire. Il a bien compris le problème des universitaires. Alors, que le président de la République ne comprenne pas, je peux comprendre. Mais ceux qui l'entourent, le ministre de l'enseignement supérieur, la ministre même de l'enseignement supérieur, qu'on voit des choses comme ça qui sortent de leurs mains, alors je crois que là, c'est sanguinaire. Le ministre n'est pas là disponible pour l'instant, nous l'avons contacté, on aurait pu avoir un représentant du ministère sur ce plateau, ça se fait dans les jours à venir, mais l'autorité reste disponible, soyez rassurés, chers professeurs, pour un dialogue approfondi et trouver les voies et moyens pour trouver la solution qui compte. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation de ce schéma. Oui, voilà. Donc, pour vous donner un peu une idée par rapport à cette année, puisque la note en question, la note circulaire, entre en vigueur à partir de cette année. Tout à fait. Or, les dossiers, en réalité, ont été déjà préparés et convoyés déjà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on demande à ces gens-là de payer les frais de participation. Nous avons lu la note, mais la note... Ah oui. On paie aussi les frais. Mais on a dit que ça, 2019, ça prend effet à partir de cette année. C'est ça. Donc, ça ne doit jamais prendre effet, d'ailleurs, cette histoire. Oui, ça prend effet. Or, tout est déjà convoyé. On connaît, en réalité, les candidats, tout au moins au CTS, sont déjà acheminés vers tous les deux sont partis au Burkina Faso. Alors, si c'est entériné, cela signifie qu'il y en aura qui se retrouvent sur le quai. Ah oui, ça c'est clair. Parce que il y a eu des quotas qui ont été fixés par l'autorité. Ah oui, par l'autorité. Quand vous prenez l'UAC, par exemple, en ce qui concerne les concours d'agrégation, au titre de 2019, on est en 2019. Donc là, l'UAC, toutes facultés confondues, là, ça fait 6. Que l'autorité propose. Oui, que l'autorité propose. Quand vous allez, par exemple, au niveau des CCI, des CTS, là, tout ça, là, donc, toutes facultés confondues, on a par exemple, MA 24, MC 25, des conférences 25. MT 17. Ça, c'est des quotas fixes. Pour des centaines de dossiers. Oui. Par exemple, il y a des centaines de dossiers. Ça fait au total, quand vous regardez là, c'est-à-dire les dossiers au total qui ont été déjà conçus et envoyés, ça fait environ 181. Mais l'autorité voudrait réduire tout ça à 6 à 66 places. C'est-à-dire qu'il y a les CTS. Oui, il n'y a pas des CTS là maintenant. 66 places. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte 66 places ouvertes par rapport donc à 2019. Donc, disons un pourcentage d'environ 35%. Admettons que, mais ce qui reste là,
on va en faire quoi? Parce qu'il y a quand même une bonne centaine encore qui restent. Hein? C'est-à-dire, et l'autorité a tous ces dossiers, ils peuvent revenir avec leur parchemin et rester sur le carreau. Et ils pourraient même être, ceux-là qui ne seraient pas pris, il peut y avoir les meilleurs parmi eux. Parce que là-bas, ça se classe par mérite. Côte A, côte C, D, A, B, C. Les agrégations, c'est le major, c'est tant. De sorte que le major ne peut être reclassé quand il va revenir, par exemple. Ah non. Parce que s'il ne se retrouve pas dans le quota fixé, par exemple, pour ce qui concerne l'agrégation, c'est 6. S'il y a une dizaine d'enseignants qui postulent à ce grade, et on retient 6, ça veut dire qu'on retient préalablement, c'est-à-dire en allant, on doit savoir les 6 qu'on a retenus. De sorte que les 4 autres là, ils ne savent pas. Admettons que c'est parmi les 4 là qu'il y a le major, par exemple, de la promotion, l'agrégation. Il revient, il ne pourra pas être reclassé. Donc, c'est un découragement total à ce niveau-là. De sorte que, en réalité, c'est l'excellence, c'est ça normalement, qu'on promouvoit, mais on ne peut plus en bénéficier. Donc, c'est vraiment un drame pour nous, c'est absolument un drame, de sorte que, aujourd'hui, même les enseignants au niveau donc qu'on appelle de la santé, c'est-à-dire du CNH, tout ça, là, ils sont clairs, ils se disent qu'à cette allure-là, il ne servira à rien de servir encore dans les universités publiques. Parce que si la carrière ne peut pas avancer honorablement, on ne peut pas accompagner l'enseignant, à quoi bon continuer par exercer dans la fonction publique? Ils vont vouloir aller vers le privé. Donc, ils pourront démissionner, ils vont démissionner tous, en grand nombre. Et là, qu'est-ce que nous disons? C'est la mort des universités qui se décrètent comme ça. Alors, il faut que ça s'arrête. Et nous sommes en train de préparer une riposte. Nous sommes en train de nous documenter pour sortir une contre-proposition par rapport à cette circulaire de notre ministre. Sans attendre la rencontre avec l'autorité? Ah non, bon, vous savez, madame le ministre, c'est pas évident hein, pour la rencontrer aussi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Pourtant, elle a dit qu'elle reste disponible. Par exemple, l'intersyndicale, par exemple. Quand si elle aurait pu inviter l'intersyndicale et discuter avec l'intersyndicale avant, par exemple, de sortir une telle note circulaire. Mais ça n'a pas été le cas. Professeur Gbagbo, la situation telle présentée par... Oui, c'est une grande discrimination. Voilà, l'exemple, c'est la formation des formateurs. Les tests prévoient que les formateurs que nous sommes, on doit aussi nous former, c'est normal. Si on veut l'excellence, comme vous dites, la valorisation de l'excellence, oui, il va falloir créer une formation des formateurs. Toutes ces bourses-là, dès qu'on est arrivé, on a supprimé tout cela. Je dis, vous avez compris, dès que ce régime est arrivé, la première chose, c'est de supprimer les bourses de formation des formateurs. Donc, nous autres enseignants, on ne doit plus être formés. Ça commence par là. Alors que dans tous les secteurs de la fonction publique, il y a la promotion. On les forme. Je prends les magistrats, par exemple, ils sont formés, on les envoie faire tout ça. Mais pourquoi pas les enseignants? Voilà. Déjà, on supprime cela. Les magistrats, ça vient d'abord de là, c'est l'enseignement d'abord. Oui, en plus, comme disait, il paraît qu'on a demandé à la chancelière allemande pourquoi est-ce que les enseignants sont si bien payés là-bas. Elle a dit, écoutez, c'est eux qui vous forment, comme vous voulez juste le dire, c'est eux qui vous forment. Vous ne pouvez pas être payé comme eux, à la même hauteur. Or, si c'est le contraire, les enseignants chez nous, c'est le bas de l'échelle. Pas de formation de formateurs. Première chose, on a supprimé cela. Alors que moi, je pensais, sincèrement, quand ces gens sont arrivés au pouvoir, mais je me suis dit, c'est bravo, nous aurons beaucoup d'argent dans nos universités. Il n'y a rien dans les universités. Nos universités sont mal classées. Elles ne classent même. On ne classe pas les universités nationales du Bénin. Et si on doit nous classer, on doit nous prendre où est-ce qu'on va nous mettre? Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livres, d'ouvrages à lire, il n'y a pas de laboratoire. Les choses les plus basiques qu'on doit avoir dans les universités, on n'en a pas. Les amphis, heureusement d'ailleurs que le régime passé a fait un grand effort.
et pour effectivement également pour nous donner quand même un salaire un peu plus, je dirais, un peu plus valorisant. Ce régime a fait un effort. Mais celui-ci arrive, on pensait que les choses allaient grimper. Mais je vous assure que moi, honnêtement, j'ai vu Aïvo, doyen de la FADESP, je prends cet exemple-là. J'ai vu son ami, Djagouenou, qui est parti de l'autre côté. Je me suis dit, Aïvo, vraiment, il va être gâté. Ce que nous, on n'avait pas eu, son ami va tout faire pour lui. Mais c'est tout à fait le contraire. Rien. On n'a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas de laboratoire. Mais on va là-bas pour faire quoi? Et sortez un peu, vous allez voir. Le Sénégal, par exemple. Beaucoup de nos étudiants, doctorants, professeurs, mais vont dans la bibliothèque sénégalaise. Mais ça coûte cher, il faut prendre un billet d'avion. À moins que vous voyez qui prennent la voiture d'ici pour aller là-bas. Nous avons des étudiants qui sont en thèse au Sénégal, qui sont revenus au Bénin. Parce qu'il n'y a pas de bourse, vous savez. Ils sont là, ils se débrouillent, ils ont fini leur sous, ils viennent au Bénin. Mais ils ont fini, il n'y a même pas, l'autre ne peut pas acheter un billet d'avion pour qu'ils aillent soutenir leur thèse. C'est pas comme ça chez les Sénégalais. Les Sénégalais, chaque année... La situation est actuelle, ce que vous présentez là? Mais je vous assure qu'il n'y a aucune valorisation de l'excellence. Aucune. Au contraire, ce qu'on veut faire, c'est de créer le favoritisme. C'est de créer la discrimination pour pouvoir placer les pions. C'est tout. Nous en sommes là aujourd'hui. D'abord, on commence par décapiter la démocratie à l'université. Et comme c'est fait, on met des gens à soi, à la tête des entités. Et maintenant, c'est plus facile de faire passer, vous voyez, tout ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que c'est la paupérisation même de l'université. On va marcher sur nous, n'est-ce pas, pour aller où on veut. C'est triste. C'est triste que, honnêtement, moi, dès le départ, je pensais autre chose. Et à l'arrivée, c'est autre chose que nous voyons. Nous avons besoin de beaucoup de financement dans nos universités, beaucoup. Et non couper tout et nous laisser à nous-mêmes pour dire, voilà, vous allez payer vous-même les frais de ceci, les frais de cela, l'État ne peut rien pour vous. Et je vous dis que ce n'est pas seulement les frais. Ces frais-là, c'est rien du tout. Il faut aussi continuer, arriver sur place, il faut manger, il faut être dans les hôtels, rien du tout. Alors que d'autres pays à côté font meilleur que nous. Nous n'avons pas beaucoup de professeurs de rang magistral. Ça, on l'a toujours déploré. On n'a pas de professeurs de rang magistral et il faut tout faire pour en avoir. Et c'est le contraire qu'on fait. On fixe des quotas. Alors que, bon, évidemment, ce problème de quotas, c'est les pays développés qui font cela, parce qu'ils ont assez de docteurs, assez de cadres. Donc là, oui, ils peuvent limiter des quotas. Mais nous, on n'en a pas. Il y a pas de professeur magistral. On n'en a pas. Même le ministre dont je vous parle, la ministre n'était pas un professeur magistral avant de devenir ministre. Ça veut dire que nous en avons besoin. Et rien n'est fait pour que cela se passe. Rien n'est fait pour aller à l'excellence. Tout est fait pour... Le tableau n'est pas reluisant. Oui, je voudrais juste donner une caricature ou bien un exemple. Oui. Est-ce que, par exemple, il pourrait revenir à un ministre, par exemple, quand on prend un ministre, par exemple, chargé de sport, est-ce qu'il peut lui arriver, par exemple, de dire aux sélectionneurs ou bien à l'équipe nationale, les écureuils du Bénin, là, qui sont actuellement en compétition, qui s'apprêtent justement à aller à la CAN. Et bien désormais, là, pour les compétitions internationales, vous allez supporter vous-même les frais. Les encadrements aussi, vous allez supporter tout ça là. Parce que c'est de la même chose qu'il s'agit. C'est-à-dire c'est l'image du Bénin qui est vendue à l'extérieur à travers le football. Et bien à travers ces concours d'agrégation. Et cette CTS-là, c'est le Bénin qu'on vend à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, l'éducation à ce niveau-là n'a pas de coût. On ne devrait pas pouvoir dire, ah non, on est là, bon. Non. L'éducation n'a pas de coût, c'est vrai, et tous sont unanimes là-dessus. Mais au même moment, François Choka, il faut reconnaître à travers la décision et les mots que le ministre a pu laisser, en attendant qu'on puisse avoir son porte-voix sur ce plateau, que la décision a été inspirée d'un décret. Le décret 20-10-024 du 15 février 2010. Oui. Alors, est-ce qu'on doit incriminer, quand on s'inspire de ce décret, est-ce qu'on doit incriminer le gouvernement avec cette option? Bon, moi j'allais dire qu'en réalité, c'est une lecture un peu maladroite du décret qui a amené à écrire ce qu'ils ont écrit. Est-ce que vous comprenez? Parce que, je disais au début,
quand on a parlé ici de recrutement et en même temps de reclassement. Et on a cité l'article 18. Et ils ont même cité un peu l'article ici, l'article 18 dans la note, en parlant donc, c'est-à-dire les maîtres assistants sont recrutés sur ouverture de poste. On ne parle pas de reclassement à ce niveau-là. Quand vous allez au niveau de l'article, d'abord ça commence par les assistants, à l'article 6, qui dit la même chose. Les assistants sont recrutés sur ouverture de poste. Est-ce que l'autorité, oui, si l'autorité se met dans la posture où l'un entraîne l'autre, parce que les deux se suivent, oui, est-ce que c'est une lecture biaisée pour autant? Non, mais ça se suit, mais c'est pas, ça ne se confond pas. Parce que vous allez à l'article, puisque on dit là que c'est conformément non seulement à l'article 12, à l'article 36 et 56 du même décret. Là aussi, il s'agit des recrutements qu'on appelle des PT et des maîtres de conférence. Leur reclassement, c'est quand ils remplissent aux conditions, parce que l'assistant, par exemple, a vocation à devenir maître assistant. Forcément. Donc, s'il remplit les conditions du CAMES, tout ça là, eh bien, il est reçu, donc il devient maître assistant. Et automatiquement, il est reclassé. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aucun texte n'empêche le reclassement là, ici. On n'a pas dit, on a dit, les articles qui ont été cités là, parlent seulement de recrutement. Parce que c'est normal. Le recrutement, c'est au début de la carrière. Quand vous commencez, vous êtes assistant là, vous êtes recruté. Quand vous êtes maître assistant, maître conf et autres, en réalité, vous pouvez être recruté aussi. Mais cela, c'est un peu en direction surtout des professeurs qui ont évolué à l'extérieur, par exemple. Est-ce que vous voyez? Quand ceux-là reviennent, ils sont peut-être maîtres conf là-bas, ils sont professeurs titulaires là-bas. Quand ils ont le désir de revenir servir au pays, ils reviennent. Donc, en ce moment-là, par exemple, on doit pouvoir tenir compte, s'il est maître conf là-bas, et tout ça, là, il doit revenir ici, remplir les conditions, et on le recrute. Il commence maintenant, par exemple, à partir de maître assistant, ou bien à partir de maître conf. Il y a un cas comme ça, professeur Bago, où un Nigérian, un Béninois qui vivait au Nigeria, il était pété là-bas. Et il a estimé le désir maintenant de rentrer au pays. Est-ce que vous voyez? Et puis il y a eu tous les péripéties également, justement, pour faire avaliser ce qu'on appelle son parchemin, son diplôme. Mais finalement, ils ont trouvé une formule. Le CAMES lui a dit, eh bien, vous commencez par MA, vous produisez un dossier, mais le même dossier, vous le reconduisez encore, mettre, qu'on appelle l'année suivante, pour être maître conf, ainsi de suite, jusqu'à obtenir donc le grade de PT. Donc, voilà comment ça peut se faire. Donc, à ce niveau-là, c'est des recrutements. Il s'agit. Pas plus. Pas plus. Maître Bago. Donc, on ne doit pas faire amalgame à ce niveau-là. François Choka parle d'amalgame. L'autorité, est-ce qu'on ne peut pas lui concéder qu'elle se dise, puisque l'un entraîne l'autre, même si ce n'est pas systématiquement au fil des ans, que alors la lecture de ce décret peut s'appliquer aussi dans ce sens-là? Oui, et deux choses, monsieur Etonji. Moi, je suis un peu gêné qu'on fasse appel au décret. C'est normal, hein, mais qu'on fasse appel au décret des autres, c'est-à-dire de 2010. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, ce n'est pas nous, c'est les tests qui sont déjà faits avant qu'on arrive, etc., etc. Si on veut vraiment promouvoir l'excellence, on n'a pas besoin de dire que c'est la faute des autres. En gros, c'est ça, sous-entendu, c'est cela. Okay. Ils n'ont pas besoin de passer par là. On peut prendre des décrets soi-même et promouvoir l'excellence et non chaque fois reporter à l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Etonji, vous avez dit Maître Bago, je suis content que vous avez dit Maître Bago, parce qu'il s'agit d'une discrimination. Et je crois que nous allons saisir la justice. Ça, là, c'est possible. On peut faire un recours, n'est-ce pas, contre la lettre circulaire du ministre. Et je crois que ça, nous allons le faire. Et maintenant, la justice nous dira qui a raison. Si c'est le ministre et les autorités politiques qui ont raison de piétiner à ce point
les enseignants du supérieur, par exemple. Puisqu'il y a d'autres mesures qui arrivent. Nous savons très bien qu'il y a d'autres mesures qui arrivent. Ah bon? Ne prenons pas pour de... Non, c'est pour ça qu'on a commencé par... la démocratie. Voilà, pas tuer la démocratie. Très bien, professeur Chouka. Pas décapiter la démocratie à l'université. Les universités nationales, évidemment. Maintenant, là, la porte est ouverte. On pourra maintenant s'y glisser pour instaurer. Mais ce n'est pas possible. On ne va pas tout le temps se taire. Déjà, nous allons saisir les juridictions. On a tout fait parfois pour mettre des gens, mais là, je crois que les juges montreront leur indépendance, étudieront les tests comme il le faut, et dira, comme on dit chez nous, on mettra chacun à sa place. Parce que trop, c'est trop. Là où nous allons, là, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas accepter, n'est-ce pas, à tous les niveaux, n'est-ce pas, que la démocratie soit décapitée. Il faut signaler que professeur Vanabé Gbagbo est avocat au barreau du Bénin. Chez téléspectateurs a raison, les idées qu'il avance là. Oui, François Chouka, Maître Gbagbo pense qu'il faut au besoin saisir la justice. L'intersyndicale dit qu'on ne laissera pas passer. Quelles sont les mesures qu'on entend entrevoir pour qu'avant d'aller peut-être à l'extrême, on puisse trouver une formule plus souple pour régler au plus tôt le problème qui se pose. La saisine de la justice est une piste qu'on n'ignore pas au niveau de l'intersyndicale. Mais on dit un mauvais arrangement, mieux vaut absolument un bon procès. Nous sommes en train de travailler pour avoir un argumentaire assez solide par rapport à cette note, à cette lettre circulaire. Et je crois dès le mardi prochain, on est en Assemblée générale. C'est en Assemblée générale et à ce niveau, bon, il y a des commissions qui ont travaillé, qui vont rendre un peu le fruit de leurs efforts et ensemble, nous allons apprécier la situation et prendre les décisions qui vont s'imposer. Parce qu'à ce niveau, il n'est pas question donc de croiser les bras et de ne rien faire. Et cette fois-ci, tout le corps enseignant est mobilisé. Tout le corps enseignant. Oui, parce que là, tout le monde est concerné à ce niveau-là. Donc tout le monde est mobilisé. Donc la mesure en l'état ne saurait être acceptée. Non, on ne peut pas. C'est des couleuvres qu'on ne saurait avaler. Encore quelques minutes, mesdames, messieurs, on va devoir refermer la page de cette émission. Le temps passe si vite. Avant de donner la parole à Maître Gbagbo pour conclure, dites François Chouka, on profite de cette tribune pour savoir un peu là où vous en êtes avec l'autorité par rapport aux démarches relativement à la décision concernant la nomination de vos pairs au niveau des entités universitaires. Bon, il faut dire qu'à ce niveau-là, au niveau de l'intersyndical, nous avions en son temps écrit pour protester. Oui. Et c'est ça qui nous a même amené à faire un sit-in devant donc, le ministère chargé donc, de l'enseignement supérieur. Et dans notre déclaration, on avait donné un mois. Madame le ministre, qui est passé, voilà. Et elle n'a pas daigné nous appeler pour dire, bon, voilà, et on va discuter, on va faire chose ou non. Donc c'est resté en l'état. De notre côté également, nous disons que tant qu'on ne va pas voir clair, satisfaire qu'on appelle dans la mesure du possible cette doléance-là, eh bien, nous coupons les ponts avec l'autorité. Ça fait que, depuis là, elle est campée sur sa position, nous sommes campés aussi sur notre position au niveau de l'intersyndicale. Et c'est ça, c'est à cette situation qu'on vit maintenant. Parce que on a parachuté des collègues. Il y en a qui ne s'attendaient pas du tout. Mais ils sont là. Ils ont été parachutés comme ça, ils ont été obligés de prendre l'offre et ils sont là aujourd'hui. Mais ça ne fait pas du bien parce que quand on regarde un peu l'ambiance du travail, ce n'est pas très bien. Quand on la qualité du travail y est, non? Oui, la qualité y est, mais l'ambiance n'y est pas tout à fait. Ça peut influer sur le résultat. Ça peut influer sur les résultats. François Chouka, pour parce ceux qui que d'ici à là, oui. C'est le tout peut-être des recteurs. Ah oui, parce que, comme on le disait le professeur, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. D'ici à là, vous allez entendre que, ah non, ceux-là sont partis, on a nommé des... En attendant de découvrir ce que demain nous réserve, si vous devez conclure sur ce qui nous réunit aujourd'hui, que diriez-vous? Oui, je dois dire que effectivement,
Et c'est en direction de mes collègues que je lance cet appel pour leur dire que l'heure est grave et qu'il est temps, cette fois-ci, qu'on mobilise, qu'on se soude autour donc qu'on appelle de cette lettre-là, qui en réalité nous déclare la guerre. Donc il faut qu'on se mobilise. Merci, votre appel est entendu. Et donner une riposte. Alors, professeur Hébert Bago, oui, la parole à vous pour conclure. Monsieur Tonji, j'entendais tout à l'heure votre partenaire, monsieur Kodjovi Ametanou, dire qu'il n'y a pas de vertu en politique. C'est ce qu'on dit, qu'il n'y a pas de vertu en politique. Mais je vais répondre pour dire que dans la République, c'est la vertu qui est le fondement même de la République. On ne peut pas avoir de République sans vertu. Alors, tous ceux qui pensent que la politique, je suis sûr que votre collègue ne pense pas cela, mais c'est ce qu'on dit, c'est des rumeurs qu'il a reportées. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de vertu en politique, c'est pas vrai. En tout cas, si on veut être républicain, nous devons aller tous vers la vertu. Ceux qui ont inventé la République, les Romains, la Respublica, c'est la virtus, c'est la vertu qui est la base de la République. On ne peut pas avoir de République sans vertu. Voilà, c'est seulement ma conclusion. Merci pour la conclusion. Pas de République sans la vertu. La vertu va avec, signé professeur Barabé Bago. Merci pour votre contribution à l'enrichissement du débat du jour. Merci également à vous, professeur François Chouka. Chers téléspectateurs, une fois encore, merci pour la complicité. Vos suggestions, vos observations sont les bienvenus. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là. Demain, un autre jour pour la suite du débat et pourquoi pas pour découvrir aussi un autre sujet. Au menu de 100% Bénin, on se fausse compagnie sur cette citation du philosophe Épithète. Je le cite. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais décide de vouloir ce qui arrive et tu seras épanoui et heureux. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.